Bonjour à tous, je m'appelle Blanche Delacour, je travaille pour l'entreprise Zephyr et en cette période de confinement, on s'est dit avec l'équipe que ça pourrait être sympa de faire des petits lives de temps en temps pour parler des prothèses parce qu'en fait régulièrement je fais des petites tournées en Europe et même en Amérique latine pour parler des prothèses, rencontrer des patients, des potentiels patients, des gens qui veulent en savoir un petit peu plus et du coup les voyages ont été annulés pour ce confinement, donc voilà, l'idée de faire un petit live est apparue, donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser et qu'il va y avoir des gens connectés, j'en sais rien, en fait je ne vois rien, donc nous verrons ce qui se passera. Alors tout d'abord, je voudrais vous parler de l'entreprise Zephyr, donc c'est une entreprise suisse. Là actuellement, je suis chez moi, vous imaginez bien, en France. Et toute l'équipe est disséminée un peu partout. Donc ma collègue qui s'occupe des réseaux sociaux, c'est elle qui publie tous les jours des choses sur Facebook, Instagram, est en confinement à Buenos Aires, en Argentine. Donc voilà, vive Internet. Donc, alors je regarde en même temps. C'est la première fois que je fais un live sur l'ordinateur, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. On verra bien. Donc l'entreprise Zephyr est une entreprise suisse qui crée depuis presque 15 ans maintenant des prothèses et des produits pour problématiques d'urologie masculine. Et depuis 4 ans et demi, l'entreprise propose des implants qui sont spécifiquement conçus pour les personnes trans. Parce que les morphologies sont différentes entre un homme cis et un homme trans. Et donc les besoins, évidemment, en prothèses sont très différents à cause de la morphologie. Donc voilà, jusqu'à maintenant, dans le monde, on implantait, enfin jusqu'à 2016, on implantait uniquement des produits de ce type dans les phalloplasties, qui sont des produits, donc qui est une prothèse érectile de 2 cylindres avec une pompe et un réservoir. Oh oui, excusez-moi, je vous ai pas dit que je ne vais parler aujourd'hui que de la prothèse hydraulique, donc qui se gonfle, et non pas de la prothèse malléable. J'en parlerai une prochaine fois, ni de la prothèse de méthoïdoplastie. On fera un autre live pour ça. Donc revenons à la prothèse hydraulique. Jusqu'à aujourd'hui, on implantait des prothèses qui sont faites pour les hommes cis qui ont des problématiques de dysfonction érectile. C'est-à-dire qu'on leur implante dans le pénis, il y a 2 corps caverneux, et on leur implante un cylindre dans chaque corps caverneux, et on a une pompe dans le scrotum qui permet de gonfler et dégonfler la prothèse. C'est ce qu'on implantait dans les phalloplasties jusqu'à aujourd'hui, avec plein de problématiques que ça pouvait générer. C'était pas du tout adapté pour les phalloplasties. Regardez, la pointe pouvait créer d'énormes douleurs au niveau du scrotum quand on s'asseyait. Ici, il n'y a pas de gland, donc il y avait des problématiques d'extrusion au niveau du gland de la phalloplastie. Il y a des problématiques aussi de cylindres qui se séparent, vous voyez, avec le temps, avec l'usage. Donc, ce que font certains chirurgiens, c'est qu'au niveau de la pompe, ils coupent un cylindre pour n'implanter qu'un seul cylindre. Mais du coup, c'est un cylindre qui est extrêmement fin, et donc il y a une frustration de ne pas avoir de prothèses qui remplissent complètement la phalloplastie. Donc, ce que Zephyr a proposé, c'est une prothèse qui soit un peu plus adaptée à la morphologie des personnes trans, aux nécessités de la phalloplastie. Donc, voilà la bête qui est là. C'est un peu difficile devant l'ordinateur. J'espère que vous voyez. Donc, on a ici un cylindre unique avec une plaque de fixation. Je ne sais pas si on la voit bien. Plutôt que d'avoir une partie extrêmement pointue. Plaque de fixation. Une pompe qui va à l'intérieur du scrotum. Et tout au bout du tube, un réservoir qui va à côté de la vessie. Donc, on a différentes parties, différents éléments. On a d'abord, on va commencer par la plaque. La plaque se suture au niveau de la symphyse pubienne. La symphyse pubienne, c'est une espèce de membrane qui entoure l'os. Donc au tout début,
ce que certains chirurgiens faisaient, c'est qu'ils vissaient dans l'os directement, comme les orthopédistes. Ils vissaient la plaque dans l'os. Ça générait des douleurs extrêmes. Donc peu à peu, avec le temps, les chirurgiens ont affirmé un petit peu leur technique de pose. Et maintenant, vous voyez, on a des petits trous sur la plaque. Et la plaque est assez flexible parce que l'os pubien est un petit peu courbé. Et donc maintenant, les chirurgiens, à l'endroit des petits trous, ils suturent à la symphyse pubienne et non plus à l'os. Donc il y a moins de douleur au niveau de la suture. Ensuite, la plaque, vous voyez, elle a des petites rainures. Ça permet de la moduler un petit peu pour qu'elle épouse vraiment la forme de l'os pubien. Ça, c'est pour la plaque. Ensuite, on a un cylindre unique. Rappelez-vous, je vous montrais tout à l'heure l'autre prothèse qui a 2 cylindres. Et si on enlève un cylindre à l'autre prothèse, on dirait que les cylindres sont à peu près équivalents. Là, c'est la prothèse pour homme trans et là, c'est la prothèse pour homme cis. En réalité, quand elle se gonfle, la prothèse, celle-ci, se gonfle énormément. On va la gonfler tout à l'heure et comme ça, vous pourrez voir que en réalité, ceci n'est pas du tout le diamètre de la prothèse gonflée quand le tissu s'étend pour vraiment remplir la phalloplastie. Ensuite, on a un gland, vous voyez, qui est préformé. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite rainure qui permet de faire un petit passage pour l'urètre, lorsqu'il y a une urétroplastie évidemment, parce que c'est pas toujours le cas. Il y a un petit passage pour éviter que l'urètre soit écrasé entre la prothèse et la peau. Voilà, on permet ce petit passage-là pour éviter les érosions. Ensuite, on a la partie qui est la pompe, qui va dans le scrotum. En fait, avec le temps, au tout début, on avait une pompe qui était comme ça. C'est une pompe de taille normale. Et on s'est rendu compte qu'elle était trop petite pour qu'elle puisse passer pour une prothèse testiculaire. Donc en fait, les personnes avaient 2 prothèses testiculaires, plus ça dans le scrotum, ce qui était beaucoup trop chargé. Donc au final, ils avaient une prothèse testiculaire et la pompe. Donc ça crée un vrai déséquilibre parce que la pompe est bien plus petite que les prothèses testiculaires de taille, des plus petites tailles, des tailles small. Donc du coup, ce qu'on a proposé, c'est de créer une membrane, vous voyez, qui est autour de la prothèse de la pompe et qui crée en elle-même une prothèse testiculaire. Ça veut dire que cette petite membrane, en fait, elle est remplie d'eau et en fonction de la taille du scrotum, on va remplir cette petite prothèse pour avoir vraiment de l'autre côté une seule prothèse testiculaire qui va permettre un scrotum bien équilibré. Voilà. Donc on va gonfler la prothèse. Alors, la prothèse a 4 tailles, 12, 15, 18 et 21 cm. Quand on fait le calcul de la taille, on prend en compte toute la prothèse, du gland, ici, jusqu'à la plaque de fixation. Souvent, on a des questions de personnes qui nous disent j'ai une phalloplastie qui fait, par exemple, 12 cm. Donc, est-ce que ça ira pour votre prothèse? Est-ce que j'aurai la prothèse de 12 cm? Déjà, c'est très difficile de répondre à cette question parce que c'est difficile de faire la mesure de la phalloplastie tant qu'on n'est pas sur la table du bloc opératoire. La mesure ne se fait pas depuis la base du pubis, depuis la base externe de la phalloplastie, mais en réalité, au moment de la chirurgie, le chirurgien va faire une dissection, il va ouvrir la phalloplastie, et ensuite il va mesurer la taille de la phalloplastie, donc tout ce qu'on voit à l'extérieur, mais il va aussi mesurer toute cette partie qui est invisible, qui est à l'intérieur, qui s'appelle la partie proximale, entre la base et l'os pubien. Et là, il peut y avoir entre 2 et 3 cm à peu près. Donc, quelqu'un qui nous dit « j'ai une phalloplastie de 9 cm, est-ce que votre prothèse pourrait fonctionner pour moi ?» Logiquement, oui. Parce que il va y avoir ces 2-3 cm de jeu jusqu'à l'os pubien. Et ensuite, l'autre chose est que très bientôt, nous allons avoir des nouveaux modèles, en fait, qui n'invalident pas du tout ce modèle-là, hein, évidemment, mais qui sont des modèles avec un gland amovible. Donc, le gland amovible va permettre aux personnes qui ont des phalloplasties avec une partie distale, donc un bout assez fin, de pouvoir bénéficier de cette prothèse. Parce que pour le moment, beaucoup de chirurgiens craignent
la forme de cette prothèse parce qu'ils disent qu'elle est trop large. Donc évidemment, ils pourraient prendre un cutter et couper la silicone qui est ici. Parfois ils le font, parfois ils ont trop peur de le faire. Donc du coup maintenant, on va avoir très bientôt, je pense l'année prochaine, si on sort de ce confinement un jour, on aura des glands amovibles de différentes formes. On aura la forme préformée comme ça, et on aura des glands qui seront plats, comme ça, vous voyez, qui n'auront pas forcément la forme d'un gland, mais qui seront vraiment comme un petit capuchon. Et il n'y a pas non plus la place de l'urètre. Donc le chirurgien aura à sa disposition différents types de glands qu'il pourra mettre sur le bout de l'implant en fonction de la phalloplastie. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Bon, ça c'est les changements d'ici l'année prochaine. Donc jusque-là, on peut couper la silicone du gland pour éviter que ce soit trop large. Le risque, si le gland est un peu large par rapport à la phalloplastie elle-même, il y a un risque d'érosion. C'est-à-dire que la peau pourrait être un petit peu tirée, un petit peu tendue à cause de la prothèse. Et donc, cela créerait une sorte de frottement permanent et donc il y aurait un risque d'érosion de la peau. Et donc, la peau s'abîmerait, s'ouvrirait en fait. Voilà, donc on ne veut pas du tout ça. C'est pour ça qu'on propose maintenant on va proposer bientôt des glands amovibles pour être encore plus adapté à la réalité de chacun, en fait, que ce soit adapté à chaque personne, chaque phalloplastie. Donc, je vous propose de gonfler la prothèse. Alors, donc, la pompe est dans le scrotum. On gonfle. Bon, je suis désolée, j'ai pas tous mes instruments, donc elle fait peut-être un peu de bruit, parce que j'ai pas pu vider l'air. Voilà, là, elle est gonflée suffisamment pour pouvoir se lever toute seule. Mais elle n'est pas encore tout à fait rigide. Donc, on va continuer à la gonfler. Pour que vous voyez un petit peu. Alors, j'ai choisi la plus grande taille, c'est-à-dire 21 cm. Donc, comme vous voyez, la prothèse est longue à se remplir parce qu'elle est très grande. D'ailleurs, j'ai pas compté le nombre de fois où j'ai pompé. Parfois, on me demande combien de fois il faut pomper pour remplir la prothèse. Je n'ai pas de réponse. Ça dépend de la force de vos doigts. Ça dépend si ça vous fait un petit peu mal à ce moment-là ou si vous êtes un peu sensible du scrotum. Ça dépend de la taille de la prothèse. Donc, j'ai pas de réponse. Voilà. Si quelqu'un dans l'assistance a une expérience et peut me dire quelle taille de prothèse il a et combien de fois il pompe en général pour répondre à ces interrogations, mais vraiment, malheureusement, on ne peut pas répondre autre chose que ça dépend. Voilà, donc là, elle est complètement gonflée. Donc, vous voyez à quel point le cylindre s'est complètement rempli par rapport à tout à l'heure. Hein. Donc là, elle est très, très rigide. Elle est vraiment très, très rigide et très, très dure et gonflée. Et elle est très résistante. Le tube est composé de 3 couches de silicone. Et ça permet d'avoir vraiment une rigidité très importante. Vous voyez, elle se tord pas du tout. Et ces trois couches de silicone permettent d'éviter que la prothèse se déforme avec le temps. Parce que pour d'autres marques, on s'est rendu compte que chez les hommes cis, après un certain temps, en fait, certaines prothèses se déformaient en fonction de l'assise de la personne ou de l'usage, elles se déformaient. Donc, avoir 3 couches permet vraiment de maintenir une rigidité et de maintenir une verge qui soit droite. Donc, on va vider la prothèse maintenant. Donc, vous avez vu que j'ai appuyé sur la pompe pour la gonfler. Maintenant, on va la dégonfler. Donc, comme ça. Donc, je maintiens appuyé. Ici, il y a 2 petites valves. Ici, il y a 2 petites valves que je maintiens appuyées pour dégonfler. Et en fait, la prothèse se dégonfle peu à peu,
là, on voit déjà qu'elle est beaucoup plus fine que tout à l'heure. Si vous voyez, déjà, elle peut se tordre. Et si on veut aller plus vite, on peut aussi, évidemment très doucement, appuyer sur la phalloplastie pour aider à ce que toute l'eau aille dans le réservoir de nouveau. Et voilà. Et toute l'eau est revenue dans le réservoir. Le réservoir est installé à côté de la vessie. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur toutes ces choses? Donc, les prothèses sont faites en matériaux complètement biocompatibles. Donc, toute la partie de la prothèse est faite en silicone. Et la plaque de fixation est faite en inox médical non magnétique. C'est-à-dire qu'on peut aller à l'aéroport sans sonner, on peut aller faire des MRI, des radios, on peut faire tout ce qu'on a besoin de faire médicalement, comme analyse ou quoi, sans que ça pose de problème pour la prothèse. J'ai une nouvelle aussi, qui est que nous travaillons actuellement, et j'espère qu'on pourra sortir ça bientôt, on travaille sur une pompe électrique. Et donc ce sera quelque chose d'assez révolutionnaire, parce qu'on n'aura plus besoin de pomper. Ça se pompera tout seul, sans bruit, et ce sera pas du tout quelque chose de... comment dire? Merci Morgane, Robert, c'est IRM en effet. Donc pour la pompe électrique, on attend ça, j'espère, d'ici 2-3 ans. Les personnes qui ont une prothèse pour le moment et qui voudront cette pompe électrique n'auront pas besoin de changer l'intégralité de leur prothèse. L'idée est qu'on puisse changer uniquement la pompe et garder la prothèse déjà implantée. Donc ça, c'est une grande nouvelle. On vous tiendra au courant évidemment. Donc voilà, ça c'est pour les infos techniques de la prothèse. Alors j'ai mes petites notes ici. On a reçu pas mal de questions, donc je vais répondre aux questions, et surtout si vous avez des questions pendant ce live, n'hésitez surtout pas à les poser. Je vois que Morgane est en train de poser des questions. Est-ce que ça a une durée de vie? Et est-ce qu'il faut la changer au bout d'un certain temps? Alors oui, tout type de produit médical implanté a une durée de vie. Alors on parle toujours de durée de vie théorique, parce que tout dépend de l'usage, tout dépend du corps de chacun, et donc de combien de fois on l'utilise et de quelle manière on l'utilise. Alors, on peut parler avec cette prothèse de problématiques mécaniques, parce que ici, dans la pompe, je ne sais pas si vous le voyez, au niveau des valves, ici, des valves de dégonflage, il y a des toutes petites pièces qui peuvent s'abîmer avec l'usage. Donc on essaye de les renforcer, on fait en sorte que, peu importe la façon dont on appuie, même s'il faut quand même être assez doux, selon la façon dont on appuie, au bout d'un moment, ces valves, elles se fatiguent. Donc ça peut créer une problématique mécanique et faire en sorte que la prothèse ne marche plus. Il est possible de changer uniquement la pompe. En général, on préfère changer tout le dispositif, puisqu'il évolue au fil des années, et donc du coup, on préfère nous proposer des dispositifs de nouvelle génération. Alors, cette prothèse-là a une durée de vie théorique de 3000 cycles. Un cycle, c'est la gonfler une fois et la dégonfler une fois. C'est un cycle. Mais tout dépend de l'usage. Est-ce qu'on l'utilise une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois? Ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin de la changer extrêmement souvent, malheureusement, ou qui ont eu des problèmes avec certaines, donc des problèmes mécaniques. Il peut y avoir des problèmes d'infection. Il y a plusieurs problématiques qui peuvent surgir après la pose d'une prothèse, quelle qu'elle soit, pas forcément la nôtre, mais ça peut être aussi avec celle-ci. Et on peut avoir besoin de changer le dispositif. Donc 3000 cycles, c'est une moyenne, en calculant que la personne ait une relation sexuelle une fois par mois, ce qui est assez peu. On calcule une moyenne de 10 ans de durée de vie. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Alors j'avais d'autres questions qui étaient... N'hésitez pas à m'écrire vos questions, je les vois à l'écran. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des gens connectés. À Salvador. En cliquant sur la prothèse, le liquide qui sort n'est pas nocif pour la santé. Non, le liquide, en fait, la prothèse arrive au bloc opératoire vide
elle est implantée et elle est remplie alors qu'elle est implantée. Et elle est remplie de solution saline. La solution saline, c'est ce petit liquide qu'on utilise par exemple pour les lentilles de contact. Donc, ou c'est ce qu'on utilise pour nettoyer le nez des enfants. Donc non, il y a aucun risque pour la santé, c'est pas du tout nocif. Alors, Fabio Di Stefano. Bah oui, je comprends que votre problème soit frustrant. Dites-moi si vous voulez que je lise la question à voix haute. Dites-moi où est-ce que vous vous êtes fait opérer. Ça pourrait peut-être m'aider un petit peu. Parce qu'en effet, c'est un vrai problème de ne pas avoir été formé à comment utiliser votre prothèse. Oui, donnez-moi un peu plus d'informations, Fabio, et je vous réponds tout de suite. Ensuite, j'ai eu des questions anatomiques sur une fois la prothèse en place, où est placé le clitoris vu que la prothèse va être gonflée pour avoir l'érection. Alors, c'est une question très intéressante. Merci, qui nous vient du Portugal. En fait, chaque chirurgien a sa technique pour faire la phalloplastie. Chaque phalloplastie est vraiment différente en fonction du patient, en fonction de ses désirs, de ses envies et de ses possibilités, des possibilités chirurgicales aussi de la greffe. Certains médecins décident d'enterrer le clitoris, de l'enfouir sous la peau. Certains l'ouvrent comme une fleur pour le mettre autour de la verge. Tout dépend de la taille du clitoris après la prise de testostérone. Je ne peux malheureusement pas répondre à cette question parce que ça dépend, encore une fois, de la technique chirurgicale. Donc, certaines personnes maintiennent le vagin ouvert, certaines personnes non. Donc, je ne peux pas répondre à la question de où se trouve le clitoris en fonction de la prothèse. Souvent, le clitoris est en dessous de la phalloplastie. Parfois, la phalloplastie recouvre le clitoris, et donc si on gonfle la prothèse, donc on gonfle la phalloplastie, alors le clitoris se trouve à la base de la verge. Mais encore une fois, il vaut mieux parler de ça avec le chirurgien. Ensuite, alors Fabio, oui, en effet, le professeur Sina qui a fait des implantations en début d'année. C'est étonnant que vous n'ayez pas été formé. Je suis absolument désolée de ça. Écrivez-moi si vous voulez. On vous enverra des vidéos sur l'usage. En tout cas, il faut que votre chirurgien vous montre ou vous fasse sentir où est dans le scrotum cette partie-là, vous voyez, qui est la pompe. Et donc la pompe a une forme ronde. Vous devriez la sentir, n'ayez pas peur d'appuyer dessus. Et quand vous appuyez dessus, hop, le liquide qui se trouve dans le réservoir va progressivement dans la verge. Et ça se gonfle. Et une fois qu'on ne veut plus avoir l'érection, on appuie donc sur ces deux valves qui sont là, donc qui sont au-dessus de cette espèce de poire de gonflage. On appuie fermement, mais sans non plus tout vouloir casser. On appuie fermement là et tout le liquide va retourner dans le réservoir. D'accord ? Et la verge va se vider. J'ai une question pour vous, Fabio, qui est, est-ce que vous avez déjà eu l'activation de la prothèse? Parce que normalement, ces informations-là sont plutôt données au moment, donc elles devraient être données au moment où on parle de la prothèse avec le chirurgien avant la pause, mais normalement, vous devrez revoir votre chirurgien 2 mois après la pause pour faire la première activation. Ça veut dire qu'après 2 mois, le corps a pu cicatriser. Les bourses, normalement, ont dégonflé. Elles sont souvent des œdèmes à cause de la chirurgie. Donc, normalement, après 2 mois, vous voyez votre chirurgien et c'est à ce moment-là qu'il vous explique un petit peu comment fonctionne la prothèse. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Skywalker, oui, il va y avoir... En fait, cette vidéo, normalement, va ensuite être enregistrée et disponible sur notre page. Donc, aucun souci. Si vous avez des questions de choses que vous n'avez pas comprises sur le début de la vidéo, n'hésitez pas à les poser, on répondra plus tard dans les commentaires. Salvador,
Oui, je parle anglais, mais ce live est uniquement en français. Je pourrais faire d'autres lives en anglais parce que le confinement risque d'être long. Donc oui, je pourrais faire en anglais. La différence avec la prothèse malléable, je vais le montrer rapidement, même si ce live n'est pas fait pour la malléable. Hop, voilà. Ça, c'est la prothèse malléable, avec la même plaque de fixation, la tige qui va dans la phalloplastie et l'embout. La différence, c'est que cette prothèse-là est beaucoup moins invasive, alors que celle-ci est beaucoup plus invasive pour le corps. Vous voyez tout le matériel qui est à l'intérieur du corps, et celle-ci, elle n'a qu'une tige finalement. Mais la tige, donc il y a une tige de métal à l'intérieur de la tige de silicone. On met vers le bas la tige pour ne pas être, enfin, pour la vie quotidienne, disons, et quand on veut avoir une érection, on relève la prothèse. La différence majeure est qu'avec cette prothèse-ci, la gonflable, dans la vie quotidienne, normalement, on ne voit pas la prothèse. Quelqu'un de l'extérieur, vous pouvez avoir un maillot de bain, par exemple, on ne voit pas que vous avez une prothèse. Avec celle-ci, on va voir. Parce que la tige va créer une sorte de semi-érection permanente. Donc ça peut être assez bon, il y a des gens qui sont très contents d'avoir ça, hein, évidemment, donc il en faut pour tous les goûts. Mais la problématique est que ça peut, à la longue, être assez peu confortable pour faire du vélo, pour s'asseoir. Voilà, ça dépend aussi de la taille de la prothèse implantée. Mais disons que celle-ci est beaucoup moins confortable à la longue. Alors, je continue à lire vos questions. Alors, Marion, bonjour. Alors oui, écrivez-nous parce que c'est très important qu'on sache un petit peu ce qui se passe. Donc vous avez posé une première prothèse avec une infection. Donc elle a dû être changée et au bout de 2 ans, elle a lâché. Donc j'aurais besoin de savoir ce que ça veut dire qu'elle ait lâché. Donc oui, la vie théorique c'est 10 ans, mais parce qu'on utilise des machines qui font un travail, par exemple pour celle-ci, on a des machines qui ont déduit qu'elle avait une durée de vie de 40 000 cycles. Parce que on a donc ces machines qui maintiennent la prothèse et qui font les cycles un nombre incalculable de fois jusqu'à ce que le câble se casse. Pour celle-ci, c'était 40 000. Mais c'est théorique et c'est une machine. Donc elle n'inclut pas toutes les problématiques de la vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est théorique. Donc voilà, je suis tout à fait dispo, Marion, pour discuter par la suite, si vous voulez, de votre problématique ou de ce qui s'est passé et si, comment dire, si on vous l'a changé, si on vous a proposé une autre solution ou quoi, n'hésitez pas à m'écrire. Fabio, oui, il faut absolument que vous voyez votre chirurgien. Hein. C'est normalement entre 4 et 8 semaines, on recommande plutôt 8 semaines post-implantation, de voir le chirurgien pour faire l'activation. L'activation, c'est juste, le chirurgien va activer la prothèse pour la première fois, c'est-à-dire qu'il va la gonfler et vous enseigner à l'utiliser et vous donner des recommandations et vérifier les cicatrices et tout ça. Donc c'est vraiment très important que vous le voyez. En effet, c'est possible qu'à cause du confinement, vous n'ayez pas pu le voir pour l'instant. N'hésitez pas à le contacter, j'imagine qu'il vous donnera des réponses. La prothèse ne se gonfle plus pour la pompe. Oui, alors on a eu des cas, en effet, de pompes qui ne se gonflent plus. La pompe ne se gonfle plus parce que cette partie-là était vidée. Donc, comment dire, la prothèse ne gonfle plus parce qu'elle est vide. Elle a sans doute été percée d'une manière ou d'une autre. Il y a des analyses à faire pour vérifier l'état de la prothèse et voir s'il est nécessaire de changer ou non toute la prothèse. Si c'est un problème mécanique de la pompe, il est possible de changer uniquement la pompe. Serda Nasir, hello doctor. I'm really happy that you're following this live. I'm sorry it's only in French for today. Donc je vois que j'ai le chirurgien de Turquie qui implante nos prothèses depuis plusieurs années, qui est là. Donc yes, please ask a question.
Et Marion, oui, bien sûr, on est tout à fait... écrivez, enfin, comment dire, on peut discuter de cette problématique sans aucun problème. Continuez à me donner plus d'infos et puis on voit ce qu'on peut vous recommander. Voilà. J'avais d'autres questions. Donc, quelle est la différence entre la malléable et la gonflable? J'espère y avoir répondu suffisamment. On m'a posé la question du gland. Est-ce que permettait comment dire, le gland permet de se préformer, permet de se baser sur cette forme pour faire la glandsoplastie? Oui et non. En fait, on a un gland qui est préformé. C'est pas du goût de tous les chirurgiens parce que, comme j'ai expliqué au début, il est un peu large parfois pour certaines phalloplasties. Le gland est plus utile qu'esthétique. Donc oui, c'est joli, ça fait une forme naturelle, mais c'est surtout qu'il permet d'avoir c'est un bout qui est beaucoup plus rigide qu'une prothèse classique. Une prothèse classique, elle est insérée chez les hommes cis dans les corps caverneux et au-dessus des corps caverneux, on a le gland naturel. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de préformé puisqu'on a le gland naturel qui vient envelopper le bout des cylindres et donc ces deux cylindres ensemble plus le gland naturel fait que la rigidité est suffisante pour pouvoir permettre la pénétration. Si on n'a pas ce gland préformé, que ce soit celui-ci ou celui qui n'a pas la forme mais qui est le nouveau gland dont je vous ai parlé tout à l'heure, là on crée en fait une résistance supplémentaire pour favoriser la pénétration facilement. Voilà. Ça, c'est pour le gland. Ensuite, oui. Alors, je vais revenir sur la fixation pour le docteur Serdar. Je vais lui répondre en anglais. For the fixation plate for the pubic bone, if we can add a special screw, because it is too rigid penile implant suture fixation, it's not enough. Okay. We could add a screw actually, but surgeons generally use a screw to just screw it on the symphysis, not on the bone itself, but on the symphysis. But I will talk about this to the conceptor department, because maybe it will be a solution to add this screw for the doctors. Aurelio, on a des chirurgiens en Belgique, bien sûr. On a toute l'équipe de Gand qui implante nos prothèses depuis plusieurs années. Voilà, donc chacun a sa méthode. Vous devriez en discuter avec eux de quelle méthode d'implantation, ils opèrent, mais on sait que c'est plutôt de la suture. Voilà. Alors Cédric, bonjour, une fois la prothèse placée, on doit garder la prothèse en érection durant 3 semaines. Oui et non. Alors on recommande de maintenir la prothèse un petit peu gonflée, donc pas totalement gonflée, hein, évidemment, mais un petit peu gonflée, parce que ça permet d'éviter qu'à l'intérieur de la phalloplastie se crée une fibrose trop importante qui ferait que 2 mois après l'opération, je vais reprendre depuis le début. Quand la phalloplastie, quand vous êtes au bloc opératoire pour vous faire implanter la prothèse, la phalloplastie, à l'intérieur, il y a énormément de fibrose. La fibrose, c'est une espèce de fibre très dure qu'il faut casser. Donc les chirurgiens prennent des dilatateurs et ils dilatent cette fibrose, ils la cassent pour permettre de créer l'espace à l'intérieur de la phalloplastie pour insérer la prothèse. Cette fibrose, elle peut se recréer. Elle se crée dans la phalloplastie, mais elle se crée dans n'importe quelle partie du corps. C'est une réaction naturelle du corps. Si la prothèse n'est pas du tout gonflée et qu'on laisse la prothèse sans la gonfler pendant 1 mois ou 2 de cicatrisation, il y a un risque que autour de la prothèse, la fibrose se crée et qu'ensuite ce soit très difficile de la gonfler. Et donc qu'il faille passer beaucoup de temps, plusieurs mois, à gonfler la prothèse, mais sans pouvoir la gonfler complètement, à la gonfler pour casser naturellement cette fibrose. Donc pour éviter qu'il y ait une fibrose trop importante qui se fasse, on recommande de gonfler un petit peu la prothèse
et surtout de maintenir la prothèse vers le haut. Ça veut dire qu'elle est contre le ventre. Vous voyez, si ça c'est l'os pubien, la prothèse est comme ça. Dans la vie quotidienne, elle est vers le bas, mais après la chirurgie, on recommande de la garder vers le haut. Parce que, alors je sais que ça peut être très incommodant dans la vie quotidienne, mais ça permet en fait de, justement, encore une fois cette fibrose, de favoriser une création de fibrose au niveau de la plaque de fixation sur l'os pubien. Donc, si on maintient la prothèse vers le bas avec le poids de la phalloplastie, il y a un risque que les sutures, qui sont quand même fragiles sur la symphyse pubienne, s'abîment, s'arrachent, en fait, parce qu'elles n'ont pas eu le temps de bien être accrochées à l'os pubien grâce à de la fibrose. Donc voilà, on recommande de maintenir. Alors ça dépend des chirurgiens, ça dépend des situations, ça peut être 2-3 semaines, 6 semaines, voilà. Donc oui, c'est vrai. Alors excusez-moi, je lis les questions en même temps. Alors Florian qui me demande, bonjour Florian, est-ce qu'on recommande de se faire poser la prothèse par le chirurgien qui a fait la phallo ou un autre peut poser de façon optimale pour la première pose? Alors, c'est vous qui choisissez en fait. En France actuellement, il y a plusieurs centres que nous avons accompagnés pour les premières chirurgies et où nous allons régulièrement. Donc l'entreprise a été fondée par un urologue et donc qui va au bloc opératoire très régulièrement avec les chirurgiens pour les former à implanter nos prothèses. Et régulièrement, il y retourne parce que les techniques chirurgicales changent, parce que certains chirurgiens veulent partager leurs techniques avec nous. Donc, on va régulièrement dans les centres. On a des centres à Lyon, il y en a 2. On a 2 centres à Paris, un centre à Amiens, un centre à Lille, un centre à Bordeaux. Pour l'instant, ça fait 7 ou 8 centres et un centre aussi en Bretagne. Ça nous fait 7 ou 8 centres en France qui sont formés par nous. Et voilà. Tous ces centres ne font pas de la phalloplastie eux-mêmes. La plupart, oui. Parfois, certaines personnes font leur phalloplastie ailleurs qu'en France ou chez d'autres chirurgiens, souvent des chirurgiens plastiques, qui leur font la phalloplastie, mais qui ne sont pas forcément formés à la pose de prothèse. Chez les hommes cis, les prothèses sont surtout implantées par des andrologues ou des urologues. Donc, parfois, les phalloplasties sont faites par des urologues ou par des chirurgiens plastiques. Donc, ils n'ont pas les mêmes formations, surtout au niveau de l'urètre. Les urologues sont formés à la chirurgie de l'urètre, ce qui n'est pas forcément le cas des plasticiens. Mais encore une fois, ça dépend des formations qu'ils ont eues. Donc, pour répondre à votre question, le chirurgien qui fait votre phalloplastie, il va savoir exactement ce qui s'est passé pendant la chirurgie de la phalloplastie. Il va savoir où est l'innervation, d'où viennent les veines importantes, par exemple, alors qu'un chirurgien qui n'a pas fait votre phalloplastie pourra avoir devra être beaucoup plus précautionneux, disons, avec où est-ce qu'il fait l'incision et comment est-ce qu'il implante, parce qu'il ne connaît pas les antécédents de la chirurgie de la phalloplastie. Donc oui, je pense que c'est toujours mieux de vous faire implanter par la personne qui a fait la phalloplastie, mais c'est pas du tout une obligation. Beaucoup de personnes ont fait leur phalloplastie ailleurs, chez d'autres chirurgiens ou dans d'autres pays, et vont ensuite dans les centres de référence français se faire implanter. Voilà, j'espère que je vous ai répondu correctement. Alors, Fabio merci pour cette note. Vous avez une nécrose en laissant la prothèse semi-gonflée. Selon les phallos, c'est risqué. Ça ne s'applique pas à tous. Je n'ai pas eu ce genre de consigne après la pose. Avec les douleurs, ce n'était pas possible. Donc, en effet, ça dépend clairement de la situation. Ça dépend clairement de la phalloplastie. Ça dépend de ce qui s'est passé pendant la chirurgie, de la pose. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. Nous, on fait des recommandations sur comment poser, comment suturer, comment la prothèse fonctionne, et ensuite c'est au chirurgien de prendre la décision de la gonfler plus ou moins, de l'activer au bout d'un mois, ou de 6 semaines, de 8 semaines, ça dépend. Je vais répondre de nouveau au docteur turc de Serdar Nassir.
Yes, doctor, I will talk with Christophe about your requirements, and we will come back to you about the instruments in the box. Also, we will have soon, hopefully next year, a box with all the size inside. So hopefully it will be like the regular implant with all the sizes in one box and all the instruments. Pour les implants DOM 6, nous avons plusieurs tailles de prothèses et toutes les tailles avec tous les instruments sont dans une seule boîte. En fait, ça concerne surtout les chirurgiens, mais pour ces prothèses-là, en fait, nous avons une boîte par taille et donc ça peut provoquer des problématiques importantes. Donc, nous travaillons à avoir toutes les tailles dans une seule boîte pour que le chirurgien puisse vraiment choisir la taille qui convient exactement aux patients à la phalloplastie. Alors Raphaël, oui, c'est une question à laquelle j'allais répondre. Est-ce que les prothèses peuvent être implantées dans n'importe quelle phalloplastie? Oui, elles peuvent être implantées dans n'importe quel type de phalloplastie, c'est-à-dire une phalloplastie qui a été faite selon quelconque technique et surtout une quelconque... c'est une phalloplastie avec Ah, excusez-moi, je perds les mots. Peu importe d'où vient la greffe. Par contre, elle ne fonctionne pas, elle ne peut pas être implantée dans une phalloplastie qui a du muscle. Voilà, donc ça c'est la seule restriction, c'est il y a un nouveau type de phalloplastie avec du muscle. Et là, non, ça n'est pas du tout recommandé d'avoir une prothèse. Enzo, oui, je ne voulais pas particulièrement citer Lyon, mais vous avez raison, à Lyon, en général, ils maintiennent la prothèse semi-gonflée après la chirurgie. Alors, j'avais d'autres questions concernant... Alors, j'ai une question à vous soumettre. Je n'ai pas la réponse, mais peut-être que quelqu'un l'aura. Est-ce que nous avons plus d'informations sur les chirurgies à partir de cellules souches, à l'étranger ou en France? Je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas de réponse. Peut-être que vous en savez plus que moi à ce niveau-là. J'imagine que c'est les chirurgies qui utilisent des cellules souches pour recréer de la peau plutôt que d'utiliser de la greffe, une autogreffe. Je suis désolée, je n'ai pas de réponse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre question? On nous a posé beaucoup de questions sur la disponibilité des implants en fonction des pays. Sur notre site internet, on a une carte avec tous les centres où les prothèses ont été implantées. Alors, il est possible que les prothèses soient implantées dans des lieux qu'on ne connaît pas, mais c'est assez rare puisqu'on est en contact direct en général avec les chirurgiens. Donc, on sait où les prothèses sont implantées. Donc, vous trouverez par exemple le docteur Serdar Nassir en Turquie, à Ankara. Vous trouverez tous les centres où les chirurgiens implantent la prothèse. Donc on nous a posé la question, est-ce que les implants sont disponibles en Allemagne? Oui, il y a plusieurs centres en Allemagne, donc je vous renvoie à la carte du site. On a d'ailleurs plusieurs interviews de chirurgiens en Allemagne, donc le docteur Potek à Berlin et le docteur Küncher aussi à Berlin, qui sont des implanteurs depuis le début de ces prothèses. Et pour la petite histoire, le docteur Potek implante nos sphincters artificiels, donc c'est pour les problèmes d'incontinence masculine. Depuis plus de 10 ans, depuis le tout début de l'entreprise Zephyr, il travaille avec nous. Donc, enfin avec nos produits et avec des produits d'autres marques, mais voilà, il est très très familier de nos produits. Donc je vous renvoie à leurs interviews qui sont disponibles sur notre blog et sur notre chaîne YouTube. On a une question du Canada, de Dean. Combien de temps faut-il attendre avant de pouvoir utiliser la prothèse? Alors, en général, entre 6 et 8 semaines, c'est mieux. Plus on attend que la cicatrisation se fasse, mieux c'est. Alors, concernant les tailles, je l'ai dit tout à l'heure, je vais les répéter. On a des tailles de 12 à 21 cm. 12, 15, 18, 21 cm. Ce sont les tailles qui ont été décidées en fonction des standards de phalloplastie. Évidemment, rien n'est vraiment standard, mais ce sont les tailles qui sont le plus usitées. N'ayez pas peur de ces tailles, comme je disais tout à l'heure, parce que quand on dit 12, par exemple, ça c'est 21, mais en fait,
la partie qui sera implantée dans la phalloplastie. Peut-être que ça ira jusque-là, à peu près. Et ça, c'est la partie interne qu'on ne voit pas. Donc, si vous faites une mesure de votre phalloplastie externe, vous allez peut-être mesurer 18 cm et dire, bah non, alors c'est l'implant de 18 cm qu'il me faut. Bah non, quand on fera la mesure au bloc opératoire, on va peut-être se rendre compte qu'il vous faut le 21 cm. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Alors, Rafi, bonjour. Vous avez une ancienne prothèse érectile faite pour les cis, pas pour les FTM, qui n'est pas aussi confortable que la vôtre, mais qui fonctionne sans souci depuis 5 ans. J'aimerais la changer dans l'avenir et mettre la vôtre à la place. Mais je vois qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Je connais plusieurs personnes qui ont dû changer la prothèse au bout d'à peine 1 an, alors que la mienne passe ZSI depuis 5 ans. Travaillez-vous actuellement sur des améliorations visant à régler ces problèmes? Oui. Alors, les problématiques viennent souvent de la même chose. Donc, en fait, on a déjà renforcé les petites valves qui sont à l'intérieur de la pompe, ici, pour éviter qu'elles se cassent. Et on a renforcé la sortie des tubes, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, en fait. On a rajouté un renfort du tube pour éviter que le tube se casse. Parce qu'en fonction de la façon dont est implantée la prothèse, et surtout comment est insérée la pompe à l'intérieur du scrotum, en fait, parfois, il y a des torsions qui n'étaient pas prévues particulièrement et qui génèrent une tension permanente sur les tubes et qui rompent le tube au bout d'un moment. Donc, pour éviter ça, on a renforcé les tubes à cette sortie-là et on a également renforcé les tubes de cette sortie-là, c'est-à-dire le tube qui va de la base de la prothèse jusqu'à la pompe. Parce qu'en fait, on a changé la direction du tube. C'est très technique, mais c'est assez simple à comprendre. Vous voyez, ça, c'est un implant pour homme 6 qui se met dans les corps caverneux. Donc, on a la partie proximale du corps caverneux qui peut accueillir cette portion-là de la prothèse. Elle accueille cette portion-là et donc, on a besoin que les tubes sortent du corps caverneux pour aller vers la pompe. Donc, ils sortent du bas vers le haut. Et en fait, en faisant ça, pour la prothèse FTM, il y a des risques de rupture très importants. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a des tubes qui vont directement vers la pompe. Voilà. J'espère, Rafi, que j'ai répondu à votre question. Donc oui, je comprends. Tant que votre prothèse fonctionne, je dirais que c'est pas la peine de la changer. Mais plusieurs personnes ont eu des changements de prothèse en France ou à l'étranger parce qu'ils avaient une prothèse 6 qui fonctionnait parfaitement pendant plusieurs années. Au bout de 7-8 ans, elles commençaient à avoir des problèmes techniques. Et donc là, ils ont choisi de changer cette prothèse parce que justement, il fallait la changer de toute façon. Et donc, ils ont opté pour une prothèse Zéphyr. Je pense que si tout va bien, mieux vaut pas la changer, sauf si vous avez très envie de vous faire opérer. Mais bon, là, c'est un choix personnel. Vous pouvez aussi attendre d'avoir des retours sur tous ces nouvelles versions renforcées, en fait, qui sont sorties il y a 1 an et demi, à peu près. Et du coup, vous aurez plus de feedback de gens. Alors, se pose aussi la question des douleurs, dont on nous parle beaucoup. Alors, des douleurs sont à différents niveaux. Elles sont parfois au niveau de l'os pubien, parce que on a un peu agressé l'os en venant suturer quelque chose sur la symphyse. Donc oui, il peut y avoir des douleurs à cet endroit-là. Mais surtout, on nous parle beaucoup de douleurs dans les adducteurs. C'est souvent la problématique qui se pose au moment de la fixation de la plaque. Le chirurgien doit toucher ou s'approcher de tendons des adducteurs dans la symphyse pubienne. Je vous rappelle que la symphyse pubienne, c'est une sorte de membrane qui entoure l'os. Et donc, du coup, ça vient toucher les petits tendons qui se répercutent sur les adducteurs et donc qui génèrent des douleurs dans les adducteurs. Voilà. Oui.
les prothèses avec les améliorations, les chirurgiens les ont-ils déjà? Oui, oui, bien sûr, les chirurgiens ont déjà, disons qu'il y a eu deux générations de l'implant. Une première génération qui avait une pompe classique, comme ça, pas forcément renforcée à cet endroit-là. Et la nouvelle génération est celle que je viens de vous montrer, qui est sortie il y a plus d'un an et demi maintenant, avec la prothèse testiculaire autour de la pompe et donc les renforts. Voilà. Alors Rafi, concernant le bruit, alors est-ce que vous avez entendu des gens qui vous ont dit qu'ils avaient du bruit en gonflant leur prothèse, ou est-ce que vous avez entendu le bruit de la mienne? La mienne est clairement non stérile, et là je suis dans ma cuisine, je n'ai pas du tout, vous savez, pour faire un vide d'air, il faut des clampes. Des clampes, c'est comme des ciseaux à cran qui permettent au moment d'enlever l'air d'une prothèse, de clamper les tubes pour éviter que l'air rentre. J'ai pas mes clampes avec moi, je n'ai qu'une... j'ai fait ça avant, vous voyez, j'ai une petite tasse avec mon petit... oui. Donc j'ai évidemment laissé énormément d'air dans la prothèse. La prothèse a de l'air. Ce sample-là de l'air. Il arrive aussi qu'il y ait toujours de l'air dans la prothèse au moment de l'implantation. C'est pas très grave. En fait, l'air, avec le temps, sort de la prothèse au bout de pas longtemps. Donc, voilà. On n'a pas vraiment de problématique de bruit, sauf si quelqu'un veut témoigner de problématiques de bruit persistant, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On a des questions sur les prix. Sachez qu'en France, les prothèses Zéphyr sont remboursées. Donc, elles entrent complètement dans les remboursements de la Sécu, en privé et en public. Voilà. Alors, merci. Donc, bruit systématique lors du gonflage. OK. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir avec quel chirurgien, si c'est toujours le même ou pas, qu'on aille lui taper sur les doigts. Non, je plaisante. Il peut arriver qu'il y ait des petites bulles d'air qui restent dans le circuit. Et du coup, ces petites bulles d'air partent au bout d'un moment. Il faut utiliser la pompe et pomper régulièrement. Et au bout d'un moment, elles sortent en fait. Elles sortent parce que c'est poreux comme matériau. Donc ça sort. Voilà. Mais oui, ça peut arriver, mais c'est jamais, ce n'est pas un bruit constant sur 5 ans de vie de prothèse. Alors, bonjour Andreas, merci de votre question. Est-ce qu'on peut choisir dans certaines mesures, évidemment? Oui, j'imagine que vous ne voulez pas avoir des testicules aussi énormes. Est-ce qu'on peut choisir la taille de la membrane autour de la pompe? Alors, en réalité, la membrane, je vais vous faire une démonstration en live. Hop, vous voyez, au moment de la chirurgie, la prothèse arrive, donc la prothèse testiculaire arrive vide. Vide, ça veut dire que, attendez, je vais faire ça comme ça, hors caméra. Vide, ça veut dire que c'est le chirurgien qui remplit la membrane. Parce que vous voyez, il y a un petit septum ici que le chirurgien vient percer, comme ça, et il remplit. Donc là, je vais vider pour vous montrer ce que c'est quand la membrane est vide. Donc en fait, en fonction de la taille du scrotum, le chirurgien va décider de quel volume de solution saline il va mettre dans le testicule. Voilà. Et en fonction du testicule, ça peut être décidé, j'imagine, au moment de la scrotoplastie, la taille du scrotum en fait. Et en fonction de la taille du scrotum, là, on va pouvoir décider si vous allez avoir des prothèses testiculaires. Il y a 3 tailles en général, c'est small, medium ou large. Donc en fonction de la taille de la prothèse que vous allez avoir de l'autre côté, on va remplir la prothèse testiculaire de la prothèse pénienne. Alors, je suis toujours en train de vider. Comme il y a beaucoup d'air, c'est un peu plus long. Mais je l'ai fait tout à l'heure. On m'a aussi posé la question, est-ce que nous faisons des prothèses testiculaires? Non, nous ne proposons pas de prothèses testiculaires parce qu'il en existe déjà tellement. Il y a tellement de marques qui ont des prothèses testiculaires super que
qu'on préfère, on préfère leur laisser les proposer et puis nous améliorer nos produits. Je suis toujours en train de vider l'air de ma prothèse testiculaire. Hop. Alors pour répondre à Skywalker, merci beaucoup. Oui, la vidéo va rester sur la page, hein. Elle sera disponible, elle sera partageable, donc aucun problème à ce niveau-là. Et si ça vous plaît, on pourra faire d'autres lives sur les prothèses malléables dont on n'a pas parlé et sur la prothèse de méthoïdioplastie. Voilà, bon, j'ai pas enlevé tout, mais j'ai presque enlevé toute l'eau. Vous voyez, en fait, ça, c'est la membrane. Donc, on voit que sous cette membrane, on a la pompe. C'est la même pompe que la prothèse pour homme 6. Et en fait, on a juste rajouté cette membrane. Ensuite, on va remplir de solution saline pour permettre d'avoir la taille adéquate. J'espère que je vous ai répondu, Andreas. Alors, Enzo, le docteur Carnicelli, binôme du docteur Morel Journal à Lyon, va commencer à implanter en solo. Avez-vous prévu de l'épauler dans ses premières pauses? Écoutez, personnellement, je ne connais pas du tout ce chirurgien. Je sais que le docteur Terrier, qui a été binôme pendant très longtemps du docteur Morel Journal, a commencé à travailler en solo, en effet, à Lyon. Il y a quelques mois. Et quand est-ce que c'était? En décembre, il me semble, ou peut-être en novembre. Et on était avec lui pour les premières implantations. Bien qu'il sache extrêmement bien implanter les prothèses, puisqu'il en a implanté plusieurs au CHU de Lyon, on est allé l'épauler pour les premières pauses et régulièrement, s'il a besoin, on pourra toujours aller le revoir. Voilà. Donc le docteur Carnicelli, je ne sais pas du tout qui c'est, mais je vais faire des recherches et savoir un petit peu qui il est pour voir. Et en effet, on essaye d'épauler le plus possible les chirurgiens, surtout qu'ils sont en demande. S'ils ne sont pas en demande, on ne peut pas les forcer, évidemment. Mais on essaye d'aller pour nous assurer que les chirurgiens soient à l'aise avec notre prothèse. Parce que c'est pas qu'une question de pose, il faut aussi la préparer d'une certaine façon. Donc, voilà. Les membranes autour de la pompe de gonflement semblent être basées sur le même principe que les ballonnets sur les sondes urinaires. Oui, en fait, c'est exactement, c'est comme des ballons. On a un petit septum qu'on remplit et c'est une membrane qui est assez extensible. Donc on peut la remplir facilement. On nous a posé la question aussi récemment. Quelqu'un nous disait qu'il n'était pas à l'aise avec la pompe telle qu'elle était maintenant avec sa membrane. Qu'elle le gênait. Donc, si la pompe est remplie durant la chirurgie et qu'en fait, elle est soit trop remplie, soit gênante ou quoi que ce soit, ou que le scrotum s'est un peu rétracté ou fibrosé, par exemple, et qu'on a besoin de réduire la taille de la pompe, en fait, il est possible, sous échographie, on peut venir avec l'aiguille que je vous ai montré tout à l'heure, vider la prothèse testiculaire. Donc rien n'est complètement pour toujours en fait. Et puis si finalement on se rend compte que elle n'est pas assez gonflée, on peut aussi la gonfler sans avoir besoin de retourner au bloc opératoire. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que c'était clair. Est-ce que vous avez d'autres questions en live? Sinon, n'hésitez surtout pas à nous écrire en privé. On est toujours très content de recevoir vos messages et d'y répondre. Donc sur Facebook, sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo et évidemment, et on répondra à tous vos commentaires pour pouvoir vous répondre au mieux. Et j'espère faire un autre live puisque ce confinement va certainement durer plus longtemps, donc j'espère faire d'autres lives pour vous présenter les autres prothèses et voilà, jusqu'à ce qu'on puisse sortir à nouveau et que je puisse aller voir des groupes comme je l'ai fait en Belgique avec beaucoup de plaisir l'année dernière à Gand, où j'ai été très très bien accueillie, à Marseille aussi,
à Bordeaux, à Paris, à Lyon. En tout cas, c'est toujours un vrai plaisir de rencontrer les gens et de répondre aux questions c'est toujours très émouvant de pouvoir apporter des réponses aux questionnements qu'on peut avoir sur nos produits. Alors, j'ai des petites choses ici. Donc toujours Marion qui me dit: ma prothèse lors du gonflage n'avait pas une érection à 90 degrés, comment cela se fait-il? La mienne se soulève à peine, mais elle est tout de même dure. Oui, en fait, on a créé un angle d'érection pour ici, donc entre la plaque de fixation et le cylindre, pour que ce soit au moment du gonflage le plus naturel possible, esthétiquement parlant. L'angle d'érection n'est pas à 90, en effet, parce que la prothèse n'est pas implantée comme ça. Elle est implantée comme ça. Ça veut dire que l'os pubien est là, elle n'est pas implantée de cette manière-là. Ce serait pas possible et ce serait certainement très peu confortable. Et surtout, la phalloplastie elle-même n'est sans doute pas construite à 90 degrés. Donc en fait, en fonction de la phalloplastie, de l'attache de la phalloplastie, l'érection, l'angle d'érection, on va dire, est différent pour chaque personne. Donc, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de réponse exacte à vous apporter malheureusement parce que ça dépend aussi du type de phalloplastie que vous avez eu. Il y a des phalloplasties qui sont plus lourdes que d'autres. Parfois, c'est plus lourd et donc du coup, c'est plus difficile pour la prothèse de pouvoir soulever la phalloplastie. Disons que parfois, il faut un petit peu d'aide de l'autre main pour que la phalloplastie et la prothèse trouvent leur place. Voilà. Ah oui, Andreas, merci. Je ne savais pas que le remplaçant du docteur Terrier s'appelait docteur Carnicelli. Oui, évidemment, s'il commence à implanter, on va évidemment l'accompagner au CHU pour les premières chirurgies, bien sûr. Florian, merci beaucoup. Oui, j'espère faire d'autres lives. En fait, je n'y avais pas pensé jusque maintenant puisque je voyageais et je rencontrais les gens directement, mais ça peut être plus pratique pour tout le monde de faire des lives. Moins gênant aussi. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à se grouper, à aller à des réunions, ce que je comprends tout à fait. Donc voilà, peut-être qu'on fera un mix des deux, en tout cas. J'espère vous revoir tous pour un prochain live, du coup, peut-être la semaine prochaine sur la prothèse malléable et puis sur la méthoïdioplastie qui est intéressante aussi. Merci à tous.